Ce que j'ai fait, c'était aussi. Présentez-vous. Donc Alain Allot, ici, tombé dans la marmite des achats très jeune. J'ai commencé dans l'automobile, chez Renault, et j'ai créé mon cabinet de conseil en 99. Je fais du conseil en organisation achat. Je fais des audits d'organisation, je mets des plans de performance en marche. J'ai travaillé pour plusieurs directions informatiques d'ailleurs, notamment au sein du groupe AXA. J'ai travaillé aussi sur le crédit commercial de France, dans le CIF, pour la DSI, justement, les contrats de prestation informatique, justement. On va réaligner un petit peu les contrats de prestation informatique, parce que les DSI savent très bien organiser ils sont très structurés, très ingénieurs, etc. Mais alors, ils ne savent pas utiliser les leviers d'achat. Ils sont trop habitués à travailler avec les mille fournisseurs, à paramétrer en plus leur cahier des charges, à être sûrs de leurs coûts. Ils ont tellement la gestion des risques chez Vidéo au corps qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques en voulant changer forcément de fournisseur. Donc on leur apprend à respecter effectivement leur connaissance du marché, parce qu'ils sont des experts, c'est eux qui prennent le risque dans le projet, mais on peut quand même optimiser un peu mieux, et puis travailler sur les contrats aussi, la gestion des risques contractuels. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des achats informatiques. Donc voilà, je fais du conseil en organisation, mais je travaille pour beaucoup de domaines d'achat, beaucoup plus en hors production qu'en achat industriel. Dans l'achat industriel, en général, c'est des grands cabinets qui interviennent, qui font de l'optimisation supply chain. Moi, je suis plutôt dans le domaine de leur production. Qui rejoint d'ailleurs le système d'information, parce que je ne suis pas un expert des ERP, mais plutôt justement de tout ce qui n'est pas couvert par les ERP, dont le hors production. Et la moitié de mon activité, c'est du conseil en système d'information achat. Je suis tombé aussi dans la marmite de ce sujet-là par champ, par une grande opportunité que j'ai eue. Mon dernier poste était le directeur des achats de la Française des Jeux. J'ai créé la fonction achat dans cette entreprise que tout le monde connaît, qui est une pépite, si vous voulez. Il ne s'est jamais posé de questions sur sa rentabilité, évidemment. Néanmoins, le nouveau PDG de l'époque, après l'ère de M. Collet, qui était l'ancien conseiller de communication de François Mitterrand, qui avait confondu, il n'avait pas confondu sa poche personnelle avec l'entreprise, en tout cas moi j'en ai pas eu connaissance. Par contre, il avait confondu le fait qu'il était gestionnaire d'entreprise qui appartenait à l'État, et il disait écoutez, moi je fais ce que je veux dans ma boutique, foutez-moi la paix, donc tous les compteurs d'État ils foutaient la porte. Il a fait de belles choses dans cette entreprise, il a développé sa politique à gratter, mais les achats pour lui c'était absolument pas son sujet, au contraire il fallait plutôt faire marcher dans les boutiques, payer très fort des prestataires de marketing. Enfin, lui il a fait de belles choses, il a fait progresser x3 le chiffre d'affaires en quelques années, ce qui est remarquable. Mais voilà, quand le nouveau PDG est arrivé, lui, il a dit je resserre le boulot, j'en ai mis ça en place, et il a fait une direction des achats. Le DSI de l'époque, avec lequel au début je ne m'entendais pas du tout, qui était le vice-président du Biciclette à l'époque, M. Lapeyret, que certains connaissent, Bertrand Lapeyret, une figure à l'époque, m'a accueilli avec ces mots tendres, en disant Alain, je suis content de vous accueillir dans cette entreprise, mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup à travailler ensemble. J'ai passé m'inviter à m'occuper des fournisseurs de bureaux et pas des achats informatiques. Je suis parti avec le gros dossier qu'on avait sous le bras avec IBM, Telco. J'étais bien content, je suis derrière pour me soutenir, pour voir comment on avait négocié avec IBM, qu'on ne pouvait pas faire d'appel d'offres parce qu'on n'était pas sur le marché des vrais agrès, mais que pour le contrôleur d'État, il fallait montrer que. Enfin bref. Et donc, quand il a quitté un an après moi la Française des Jeux, il a rejoint un cabinet de conseil américain qui s'était spécialisé, les anciens du Metagroup, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est pour Gartner. Et ils sont spécialisés dans le B2B. C'était la grande mode du B2B en 2000. Pour conseiller les entreprises, alors, ils faisaient du coaching de DSI, ils avaient des séminaires, c'est très américain comme forme, et ils mutualisaient des sujets de recherche. Ils payaient $50 000 à chaque entreprise à peu près pour faire un projet de recherche. Alors le B2B dans le marketing, le B2B dans les ressources humaines et le B2B dans les achats. Vous avez un projet de recherche, le B2B dans les achats, et le bureau parisien s'est constitué, la période a rejoint, il m'a appelé un jour, il m'a dit Alain, j'ai un sujet pour toi. Il savait déjà mon appétence à l'époque, quand je lui expliquais que Lotus Notes ça n'allait pas le faire, adresser les problématiques d'achat et que Oracle c'était une vraie, excusez-moi l'expression, c'était un vrai bousin pour voilà, mis à part passer une commande dans Oracle. Donc Lotus Notes à côté, Oracle. Il savait que j'ai une appétence moi pour qu'on développe de vrais outils. Il m'a dit écoute, ça intéresse de devenir le consultant de ces webinaires. Alors j'avais ma structure déjà, mais je suis devenu leur expert.
Et j'ai eu la chance inouïe de travailler avec eux à capitaliser tout ce qui se faisait aux États-Unis en termes de benchmark et de recherche sur les fameuses places de marché. Donc en quelques mois, l'observateur est devenu, entre guillemets, une sorte d'expert reconnu, parce que je suis allé voir les grands comptes d'EDF, j'ai fait du coaching sur le grand projet que EDF avait monté avec ses partenaires européens, c'est Ultiga, j'ai fait la même chose pour la SNCF, pour le groupe Accor, etc. Donc j'ai devenu un consultant expert en place de marché. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai eu le plaisir de venir après une audience, certains s'en souviennent, parler justement des places de marché. Donc pour moi c'est du bonheur parce que ça bougeait dans tous les sens, et il n'y avait pas une journée où il n'y a pas de marché qui se créait. Pour la petite histoire, je crois qu'on a dépassé la centaine de places de marché aux États-Unis entre 2000 et 2002, avec des projets pharaoniques, des dizaines de millions d'euros. On était encore en francs à l'époque, des dizaines de millions d'euros de mise sur la table. Donc le plus gros projet a dépassé la centaine de millions d'euros. Et le souci que j'ai eu moi en tant que consultant, le bonheur pour moi c'était de capter tout ça, de voir cette effervescence, il y avait plein d'éditeurs, parce que derrière sur les marchés il y avait des solutions informatiques, donc des noms que vous ne connaissez plus, Rackworks par exemple, qui était un éditeur qui développait justement le socle un peu informatique, d'autres boîtes, il y avait Commerce One qui a pris des ponts, il y avait Moai qui était un fournisseur de ce qu'on appelait des building engines, des moteurs d'appel d'offres. Donc il y avait toute il y avait vraiment des belles solutions sur le plan technologique, il y avait très belles solutions informatiques, il y avait des startups, et j'ai même été moi j'ai même été conseil pour le place de marché, j'ai même mis personnellement un peu d'argent dans un premier tour de table, et j'ai même fini pendant 6 mois à être le PDG du place de marché, parce que les actionnaires voulaient que je prenne la main sur ces places de marché. J'étais à la fois consultant, je travaillais encore avec ces cabinets, et en même temps j'ai donné et j'ai même déposé le bilan d'une place de marché, donc j'en parle en connaissance de cause. Alors, pour revenir sur les fondamentaux, à l'époque, ce que je vous avais expliqué, c'est que accessoirement, j'écris aussi quelques ouvrages. Il y a un ouvrage qui s'appelle Management des achats, qui est publié chez Economica. Donc il y a tout un chapitre sur le système d'information. Alors ne l'achetez pas, parce qu'il y a une nouvelle version qui va sortir dans 6 mois. Donc je vais tout mettre à jour, et justement j'évoque le place de marché. Par contre, il y a un petit ouvrage pour ceux qui veulent se familiariser avec les achats, que j'ai fait chez Dino, il est sorti en avril, qui s'appelle Les achats pour non-spécialistes. Il coûte 22 €. C'est pas un gros investissement. Je parle des systèmes d'information achat dedans. Et donc dans cet ouvrage, celui d'Economica, j'évoquais un petit peu rapidement les places de marché. Et en fait, ce qui a complètement capoté dans il n'y avait pas la proposition de valeur, en fait, était complètement tronquée. Ce qu'on appelle, vous savez, en anglais, la value proposition. Elle était tronquée pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que toutes les entreprises, Danone, Nestlé, je pense à CPG Market, qui était quand même des plus gros places de marché de l'époque, leur intérêt, c'était de valoriser leur action en bourse en montrant qu'ils se mettaient dans le B2B. Donc dans le B2B, alors je vais faire un peu vite là-dessus, parce qu'il faut le dire maintenant, pas dans le passé. Dans le B2B, si vous voulez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a deux versants, si vous voulez. Hein. Il y a la face nord et la face sud. La face nord, c'est côté fournisseur, la face sud, c'est côté client. Côté client, à l'époque, on n'était pas encore sur Serenza.com, etc. Les tentatives de faire un peu de e-commerce sur la partie vente, c'était epsilon. C'était même pas imaginable. On pouvait juste faire une petite vitrine pour montrer quelques... Par contre, on est pourquoi le marché n'était absolument pas mature, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas d'offres. Il y avait Amazon qui commençait à peine à sortir de l'ordinaire. Par contre, les grands cabinets de conseil ont dit mais sur la partie fournisseur, là il y a la productivité, il y a une vraie position de valeur, on va faire gagner 20% d'entreprise sur les reproductions. Et sur leur production, il y avait tout à remettre en place, du procurement, du catalogue, etc. 20%. D'ailleurs, on l'a fait pour des clients, on va voir ça. Et en même temps, vous allez pouvoir valoriser votre action en bourse, vous allez faire, vous faites du B2B. Dans l'action Danone, quand CPG Market avec l'émission d'investissement, elle a atteint le prix en 30% le jour de la construction en bourse. Donc voilà où était le crime, a commencé là. Il a commencé aussi avec des grands cabinets que je ne citerai pas, mais vous connaissez tous, on appelait ça avant les Big Five, qui se sont bien, on a l'impression, ce que j'ai l'équivalent en français normal, mais moins frais, payés sur la bête, excusez-moi.
avec CBJ Market, hein, c'était 100 consultants, avec un plateau à Francfort et un plateau à Paris, hein, en permanence. Donc j'ai travaillé un peu pour eux, donc vous me disiez, bon, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces gens-là? Il y a déjà qui développaient, d'autres qui faisaient des conseils plutôt métiers. Voilà, mais finalement, c'est pas à vous de apprendre ça. Toute la valeur qu'il y avait derrière ces points de marché, c'était des outils que mutualiser, mais ce sont des projets informatiques à la clé. Vous mettez en place du procurement, il faut déployer les procurements. Et le déployer en plus, l'intégrer dans les systèmes d'information de l'entreprise cliente. Vous imaginez ce que ça représente du projet. C'est pas comme l'e-commerce, si vous voulez, du côté e-commerce, du côté grand public, c'est plus facile. Donc, une fois que vous avez commencé à mettre une vitrine en ligne et puis un petit bout de CRM derrière, vous claquez les doigts, il faut faire après du buzz, etc. Mais la mise en route est assez rapide. Je veux dire, la marque. On est dans des projets comme ça, vous savez ce que c'est qu'un projet informatique, c'est un projet. Alors oui, d'accord, on peut faire des enchères en ligne, ça c'est rapide, ça. On se met sur la plateforme, on peut en quelques clics de sauver, entre guillemets, encore à l'époque, les enchères n'étaient pas du tout normalisées. Il y a eu des abus, parce qu'il y en a certains qui jouaient des fournisseurs de millions. Enfin, bref, donc voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'était pas mature, et prenez qu'un investisseur, quand il met de l'argent dans un état, il veut de retour sur investissement, donc quand on lui fait une feuille de route en lui disant le business case, c'est que voilà, ça va monter en puissance, il va y avoir des revenus, donc c'est l'ensemble de quand on fait l'achat d'une entreprise, etc. Les appels d'offres en ligne, on peut dire, bah oui, c'est génial, la maturité du métier n'est même pas là, les enchères, je ne vous en parle pas. Donc voilà, il y a eu ce qu'on appelle du cash out, hein, du burn-out, pardon, du cash out, c'est-à-dire qu'on avait du cash burning, pardon, c'est pas burn-out, c'est du cash burning, c'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent, et il n'y avait pas de revenu à la clé. Donc on est l'investisseur, il ferme tout. Et donc voilà, donc en résumé, alors il y avait un autre phénomène que je vous mets aussi à partager avec vous en tout cas, c'est que moi, personnellement, le seul truc qui m'enthousiasmait là-dedans, et vraiment, j'étais vraiment... alors tout le reste, j'avais bien vu qu'il y avait les PowerPoint des cabinets américains avec qui je travaillais, you can break the wall, parce qu'on disait qu'on allait casser un petit peu la structure de la supply chain avec les grossistes, les semi-grossistes, donc évidemment, on va directement, si vous voulez, entre le client et le consommateur, le client et le fournisseur, donc il y avait une vision un peu, une supply chain revisitée et améliorée, hein, entreprise étendue, etc. Mais tout ça, ça restait conceptuel. Par contre, il y avait un sujet sur lequel j'étais très fanat. Je me disais, demain, ça va être l'avenir du B2B. C'était la normalisation de l'échange de données. Alors, je ne parle pas de l'UDI, qui est quand même quelque chose qui est assez ancien. Mais je parle plus du web EDI, ce qu'on appelle maintenant le web EDI. C'était la norme XML, que vous connaissez tous, qui commençait à voir le jour. Et on se disait, ça c'est bien parce que c'est interopérable, voilà, on va pouvoir envoyer des messages en commun, on va pouvoir enfin faire un collaboratif étendu, on va pouvoir commencer à avoir des visions, même les process d'achat, on peut très bien partager dans une place de marché, parce qu'une chose qui est importante de sachiez, c'est que la place de marché n'a jamais été une centrale d'achat. D'ailleurs, c'est interdit par la puissance Bruxelles, et c'est interdit aux États-Unis par la FDA, qui a vraiment mis un holà, les places de marché ne veulent pas des centrales d'achat. Parce qu'après, concurrence déloyale, enfin, après on fausse le marché. Donc c'était une plateforme qui était mutualisée, mais chaque client avait son environnement propre. Et par contre, on pouvait modéliser des process communs, sans partager, si vous voulez, les prix entre nous, ou faire la centrale d'achat au sens où je partage les prix, je mutualise, je dualise. Après, il y a eu d'autres projets là, qui sont arrivés derrière, mais c'était pas le modèle de marché. Par contre, on peut dire, on va pas en profiter pour faire en sorte que l'écosystème qu'on mène aujourd'hui, l'écosystème fournisseur-client, se rationalise et fonctionne. Là, ça a été un flop terrible. Pour ceux qui connaissent, par exemple, qui ont travaillé dans le domaine de l'électronique, je ne sais pas si vous connaissez Rosetta Net, par exemple. Rosetta Net a démarré aux États-Unis en 86-88, je crois, les premiers travaux, et a abouti, non, je vous bêtise, 98, pardon, et a abouti, je crois, en 96, je crois qu'ils ont mis 10 ans, vers 2005-2006, a enfin abouti à Rosetta Net, c'est cette initiative commune à toute l'industrie électronique américaine pour justement arriver à des formats d'échange communs et une sorte de mutualisation, effectivement. Alors évidemment, dans la grande distribution, à travers le G-code et le code EAN, on a déjà effectivement cette normalisation, ne serait-ce que parce qu'ils en ont besoin, une caisse pour pouvoir enregistrer. Là, effectivement,
la grande distrib a très longtemps normalisé. Cette codification, qui est la normalisation notamment de toute la nomenclature des articles, puisqu'on parle bien d'articles, en échange, c'est une des clés pour faire du commerce. Et là, on a le problème dans les entreprises d'aujourd'hui. Moi, un des sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui, c'est un bonheur parce que d'abord, ça me différencie de mes collègues qui font simplement du consulting. C'est très simple de faire des charges, c'est très facile de consulter les marchés. Derrière, la vraie vie, c'est comment j'implémente la solution et moins référentiel, comment je travaille. Et dans les achats, l'énorme problème, c'est qu'on adresse des solutions qui sont transversales sur des entreprises qui ont des ERP multiples. Donc on doit assurer la cohérence. Alors vous pouvez toujours parler de master data management et d'aller m'adresser à SAP qui depuis des années nous fait un serpent de mer sur le master data management. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu encore une solution déployée full side dans une entreprise qui fonctionne. Ça va arriver, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pour un client qui a apparemment trouvé son bonheur, mais il n'y a rien de magique. C'est pas seulement qu'un outil, c'est la gouvernance de données, etc. Donc aujourd'hui, on est confronté à ces problèmes-là dans les entreprises. C'est comme la fonction achat est transversale, et en plus, on a un gros handicap, c'est que la finance est aussi transversale, mais ils ont déjà normalisé leur langage. Si vous êtes des entreprises européennes, enfin via les françaises, le compte comptable, le plan de compte est commun à toutes les entreprises. Au niveau européen, c'est plus ou moins bien normalisé. En tout cas, le monde anglo-saxon est normalisé. Il y a les normes IFRS. Donc, vous comprenez que ça donne un socle. Et ça pousse les entreprises à normaliser dans leurs ERP. Si vous mettez de l'argent, puis ils convergent. On ne parle pas de converger vers un seul SAP, mais au moins de converger sur les référentiels. Aux achats, ça n'intéresse personne, sauf les acheteurs. Et aller voir une direction générale pour dire ok, on met de l'argent là-dedans, voilà. Donc ce problème-là n'a pas été réglé par le code de marché, il est très complexe d'ailleurs, mais il aurait pu créer de la valeur, parce que si on voulait créer un écosystème dont je sais pas moi, tu sais, le code de marché, on se retrouve partout. Hein. Michelin avec sa place de marché qui s'appelle Robert Networks, avec ses collègues. Danone avait donc CDD Market, il y avait Agentrix, qui était la plateforme concurrente, donc elle était plutôt pour le casino. Péchinet avait développé Quadrem, qui existait encore il y a un an avant qu'Arrival la rachète. Voilà. Mais derrière ça, voilà, rien de solide, rien de concret, qui pourrait pérenniser, si vous voulez, le système. Alors, soyons pas trop négatifs quand même, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, beaucoup d'énergie perdue, beaucoup de vocations qui sont arrêtées net. Vous savez, il y a plein de consultants qui sont sortis des grands cabinets, il y a un mec qui ont des experts aventuriers qui sont allés dans les startups. Après, qu'ils sont dans les doigts, parce que 2 ans après, quand c'est parti de jackpot, ils sont tombés sur le marché du travail. Et puis le marché, il y a une contraction de marché, parce qu'il n'y avait plus de clients pour aller sur les places de marché. Non, la grande idée qui a perduré derrière, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le mode ASP. On vous rappelle, ASP, c'est l'application de service provider, qui était l'idée de mutualiser sur des serveurs communs, des architectures techniques et des softwares qui pouvaient, dans un modèle économique, être vendus ensuite en mode à la consommation, avec hébergement assuré. La place de marché, en fait, c'était un provider de type ASP. Donc on payait à la consommation, les fournisseurs payaient de leur côté, il y a plusieurs modèles, payés au nombre de transactions qui passaient, et là ça a été un joli foutoir. Et à un moment donné, on arrivait à négocier des forfaits à l'année avec des montées en charge. Donc on peut dire que, alors ça me fait sourire, parce que maintenant on parle de mode SaaS, on dit que le mode SaaS c'est la révolution. Excusez-moi, il y a une révolution quand même, je connais un peu le sujet, donc je peux vous dire un truc qui est des spécialistes, je ne vais pas vous raconter des crapes, mais le mode SaaS il existe depuis des années. La virtualisation des serveurs en entreprise, ça ne fait pas 2 ans que ça existe, ça fait déjà plusieurs années. Et le fait d'être en mode on-demand, comme disait IBM à l'époque, ça existe, donc je vous dis, les places de marché. Donc le mode SaaS, pour moi, l'origine du mode SaaS, si vous voulez, c'était le mode ASP dans les places de marché. Si je résume. En tout cas, sur le modèle économique. D'accord? Voilà, donc là, je crois que si vous avez des questions sur l'historique, si vous voulez, je vais maintenant revenir à l'existant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des mots à la mode, du marketing, il y a deux gros mots. Depuis quelle année? Pardon? Ça veut dire depuis quelle année?
vous avez dit que ça existe depuis plus longtemps. Non, ce que je voulais dire, c'est que le mode SAS, à l'origine, c'était le mode ASP. Enfin, le mode SAS est une extension, mais a trouvé sa genèse à l'époque dans le mode ASP, qui a existé dans le place de marché dans les années 2000. On va dire, on discute ça à 98, 99, 2000, 2001. Après, c'est un peu effiloché parce que Quadrem a subsisté et a fait justement de l'ASP. Quadrem est devenu une plateforme d'ASP, Ubuntu, si vous voulez noter aussi Ubuntu, c'est Quadrem et Ubuntu, sur les deux places de marché qui sont restées, Ubuntu existe encore d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'ASP, c'est-à-dire qu'eux, ils hébergent, Ubuntu héberge deux choses. En fait. Il héberge des catalogues pour le compte de ses clients, donc il fait avec tout ce qui est catalogue management et les outils de management des catalogues, et des solutions du procurement. Enfin, une solution qui est la sienne, hein. Ils ont développé le soft sur une plateforme XAP au départ, mais... donc c'est l'ASP. Et le SaaS est arrivé entre temps, c'est assez récent, hein, la genèse du SaaS. Moi j'ai eu la chance d'être sollicité par IBM, qui avait monté un club, du cloud il y a 3 ans, qui s'appelle le Club Alliance, pour ceux qui connaissent sur Internet, Club Alliance IBM. Maintenant ils m'ont plus sollicité, j'avais participé au librement il y a 2 ans, donc de toute façon c'est gratos pour les intervenants. À un moment donné, on arrête, hein. Avec vous, ça me fait un peu plaisir de avec vous, mais avec IBM, ça me arrête un petit peu quand même. Donc c'est 2 ans, je crois. La première fois que j'ai entendu parler de ça, je me dis, tiens, ça vient avoir un nouveau mot à la mode. IBM a inventé M-Demand, maintenant après, on invente le SaaS. Alors, le mode SaaS change quand même de la donne. Parce que le mode SaaS, c'est encore de l'hébergement externe. Encore que j'ai un client qui m'a posé la question à la quantité en disant, est-ce qu'on peut faire du SaaS en hébergement interne? Et j'ai trouvé la réponse. J'ai dit, ça dépend si c'est du vrai SaaS ou du faux SaaS. Si c'est du faux SaaS, la réponse est oui. Si c'est du vrai SaaS, la réponse est oui. C'est le fait effectivement d'avoir de l'hébergement externe, le fait de payer à la consommation. Donc on trouve bien le modèle ASP. Et ce qui change beaucoup dans le SaaS, c'est la roadmap de l'éditeur. Et ça, c'est la feuille de route, enfin la manière dont derrière, il va assurer la montée de version de ces versions. Les versions mineures, versions majeures. D'ailleurs, dans notre SaaS, il n'y a même plus de version majeure. Enfin, sauf si j'ai des bêtises, vous êtes plus expert que moi. Pour moi, il y a une montée de version régulière, tous les 6 mois par exemple, et finalement, les clients vont suivre ce qu'on appelle la roadmap de l'éditeur, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire que dans le mode ASP, en fait, chaque client avait sa propre instance. Et le fournisseur, évidemment, vous disait toujours qu'il avait une roadmap commune à tous ses clients, mais en fait, il développait, parce qu'il y a toujours des spécifiques, donc il faisait toujours des petits développements à côté, hein, sur un core système qui était quand même commun, heureusement, mais voilà, vous aviez autant d'instances que des clients. Dans le mode de SaaS, c'est plus le cas. Normalement, le vrai SaaS, c'est ce qu'on appelle en anglais le monotenante, c'est vraiment une seule plateforme d'IL, une seule instance client. Alors, les données sont de irrigation de données, merci. Encore que tout dépend à quel niveau ils sont. Vous savez, il y a des normes aux États-Unis, il y a 2 niveaux de normes. Je ne vais pas vous raconter, vous êtes plus expert que moi, mais normalement, c'est l'agrégation des données, mais la plateforme de développement, c'est. Pour savoir si un éditeur est en vrai SaaS, il y a une façon très facile de savoir. Je vous donne le tuyau si vous ne l'avez pas. Je vous pose la question, est-ce que vous savez me le dire? Pour savoir si un éditeur s'est vraiment mis dans le mode SaaS au sens embauché. Vraiment, on peut passer. Pardon? Les processus sont multi-entreprises. Non, mais c'est. Si se met dans le mode SaaS, c'est qu'on propose des produits d'une certaine manière qui ne sont pas une distribution classique. Oui, j'entends bien, mais à un moment donné, il faut voir dans sa roadmap personnelle ou dans son évolution des dernières releases, comment il a assuré depuis quelques années sa montée de version. Et donc le juge de paix, il arrive à la feuille il y a 3 ans, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire une montée de version majeure. Parce que vous êtes obligé de redévelopper tout votre applicatif. Vous ne pouvez pas passer d'un mode classique, le mode ASP, etc., à un mode SaaS si vous n'avez pas reconceptualisé toute votre plateforme de développement. Donc, si vous voulez, le juge de paix, c'est que si votre éditeur, à un moment donné, n'a pas fait une version majeure, Arriva, c'est simple, il a annoncé fin 2009 à tous ses clients. De toute façon, je ne mettrai plus la version précédente.
vous prenez ou vous prenez pas. C'était assez violent, il y avait quelques explications de texte. Moi, je travaillais pour Sanofi à l'époque, et je peux dire qu'il y avait d'énormes rassemblements, mais c'était logique. Et ils sont passés en mode ça. C'est une pure ça, c'est une monotenance. Ça veut dire que derrière, ils ne font plus d'on-premise. Alors avec SAP, ils sont en train d'été parce qu'ils ont des clients historiques en on-premise, donc pour l'instant, ils gardent un peu quelques on-premise. Mais SAP a dit, tout ce qui est on-premise, c'est la solution SAP CRM. C'est-à-dire que aussi, SAP, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une solution concurrente d'Ariba, pour aux aboutis. Donc SAP se garde sa niche de faire de on-premise, et maintenant, toute notre ça, c'est pas changé. Les autres, ils sont entre les deux, ils sont entre deux eaux, ils sont ce qu'on appelle une multitenante, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une plateforme de développement commune, mais ils gardent encore des instances séparées par les clients. Et maintenant, ils expliquent pas actuellement, est-ce que les ERP pourront passer en mode SaaS? Il y en a certains qui disent absolument pas. Parce que, de toute façon, même si on peut faire des macro-fonctionnalités sur des paramétrages codants, on arrive toujours sur en PME, PMI, j'y crois assez. Parce que, finalement, il y a plus de souplesse en PME pour dire, finalement, j'accepte les règles en compte à finance, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas les mêmes règles. Mais on trouve toujours des exceptions à la... Donc, dans une solution achat, c'est un peu plus facile, encore que j'ai des composants, mais c'est vraiment, je reste dans le standard de la solution. Par contre, il faut que l'administration fonctionnelle soit très souple pour pouvoir adapter quand même les processus de gestion. D'autant plus que dans les achats, comme c'est une activité qui est transversale, on a, contrairement à un modèle ERP, l'organisation modélisée dans SAP, par exemple, est toujours en cascade. C'est-à-dire que c'est très germanique. Hein. On est sur l'entité qui est limitée de service, le département, l'usine, la filiale, etc. Donc c'est hiérarchique. Les achats, nous, on casse tout ça. On peut mettre un acheteur ici, un autre acheteur ici, dans telle filiale. Il faut qu'on ait un modèle organisationnel qui soit d'une grande flexibilité. Et donc, il faut que, quand on fait le paramétrage, il faut que la solution est prévue au maximum de cas de figure, parce qu'il est hors de question d'aller dans le code pour aller mettre du spécifique. D'accord ? Donc la clé du SaaS, c'est ça, c'est l'administration fonctionnelle. Le bonheur, pour les consultants que je suis, c'est qu'il n'y a plus de maîtrise d'œuvre, c'est la maîtrise d'ouvrage, enfin c'est de l'AMOA, pardon. Donc votre serviteur est ravi parce que c'est du métier derrière. Il n'y a plus besoin d'avoir une équipe de développement, une équipe de maîtrise d'œuvre derrière pour aller régler dans le moteur du carburateur. C'est le volant, c'est le tableau de bord, c'est la hauteur du siège, c'est la réglage du siège, c'est le trait. On est dans l'utilisateur final et dans le fonctionnel. Et la troisième dimension, si vous voulez, c'est cette notion un petit peu, qui est une notion un peu de web service. C'est de dire qu'on peut prendre un module, un deuxième module, un troisième module, en faisant évoluer la solution. Et moi j'appelle un peu ça du web service, c'est-à-dire que de plus en plus on va être sur ces notions de web service. On a même des éditeurs aujourd'hui qui essaient de mettre ça sur des applications iPhone ou iPad avec des apps. On va dire, faire un appel d'offres, je prends l'apps, une enchère, hop, et là il a mis un marteau d'enchère comme icône. Je reste un peu sceptique là-dessus, mais en tout cas le fait de faire, c'est un peu l'effet de mode. Par contre le fait de dire que c'est du web service, je sais pas si le terme de web service est vraiment adapté. En tout cas, on appelle une application une autre, et on a une possibilité d'avoir une modularité et d'enrichir en fait la solution. On voit aujourd'hui des solutions qui sont de plus en plus riches. On fait des appels d'offres, on gère des contrats, on gère des plans d'action, on gère les fournisseurs avec tout un aspect portail fournisseur. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Parce que les dimensions plein de marché, c'est aussi le portail fournisseur. Et bien on y revient. Maintenant, ce portail se développe énormément. Pas seulement pour les appels d'offres, pour la gestion de la qualité, pour la gestion aussi de tout ce qui est réglementaire. Les certificats des attestations URSSAF, le travail assimilé, tout ce qui est lié maintenant au développement durable, on va demander aux fournisseurs de donner certaines garanties en termes de développement durable. Donc on en vient aujourd'hui à cette notion de portail d'entreprise étendue, donc à gérer du flux, de commandes, le reste de factures. Ça fait deux. Donc en général, d'ailleurs, ce sont des hubs qui sont un peu séparés. Il y a des hubs d'échange de web EDI, par exemple. Donc là, on est sur la supply chain. Nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais c'est assez. Et par contre, dans les procurements, par exemple, aujourd'hui, on est à la frontière
faire des nœuds, on travaille sur la dématérialisation de factures, on travaille sur tout le circuit entre commande, réception, facture. Et tout ça, ce sont des documents qui sont des messages qui parlent vers les fournisseurs, parfois en XML, parfois tout simplement en format HTML. Et de l'autre côté, on gère de l'information. On gère des documentations, on gère voilà, donc c'est deux types de portails aujourd'hui. Un appel d'offres, si vous voulez, c'est l'information. Donc voilà, on a bouclé la boucle. Alors maintenant, le dernier concept qui est très à la mode, c'est le Big Data. J'ai fait une conférence ce matin d'éditeurs qui présentait sa roadmap pour 2014. Alors, moi, Big Data, ça ne me disait pas grand-chose. C'est encore c'est du business intelligence amélioré. Et en fait, là, j'ai compris. J'ai enfin compris ce qu'il y avait derrière Big Data. Ça m'a un peu soufflé. Le business intelligence, si vous voulez, on prend les données, on les exploite, puis on fait du data mining. À l'époque, on appelait du data mining. On cherchait des données. Alors, au lieu d'avoir un requêteur qui peut structurer les données entre elles, data mining, c'est une analyse statistique des données. C'est déjà plus subtil. Mais le big data, c'est encore plus subtil. En fait, c'est le fait de faire de la recherche conceptuelle et d'associer. Alors, nous avons montré un exemple. Dans les procurements, par exemple, un utilisateur qui ferait un panier d'achat, par exemple, c'est quoi l'exemple? En fait, le système va rechercher dans l'historique des paniers qu'a fait un utilisateur et va lui proposer, un peu comme on fait dans l'e-commerce aujourd'hui, en fonction des recherches qu'on fait dans le web, les systèmes reconnaissent ce que vous avez fait. Et le big data, justement, c'est la capacité à aller chercher cette information et la rendre intelligible. Derrière, on va vous pousser, suivre, faire consommer le plus. Et bien dans le B2B, on va arriver à proposer à l'utilisateur, non pas pour le faire consommer plus, mais pour lui rappeler que, par exemple, il a commandé des fonctions des bureaux il y a quelques mois et que peut-être qu'il serait bien qu'il réapprovisionne, parce que par rapport à l'historique de ses consommations, alors sans chercher dans les stocks pour voir s'il y a du stock, on va dire, mais tu es sûr qu'il y a du stock, là, donc proposer un réassin parce qu'on a historisé l'information et que. Donc voilà un exemple de big data, par moment, aller chercher tous les historiques, même pas sur la donnée brute, mais plutôt sur un certain nombre de. C'est des profils d'utilisation agrégés. Voilà, profils d'utilisation exactement. Voilà, j'ai un peu scotché. À mon avis, on n'y est pas encore dans les entreprises, mais je trouve ça assez intéressant comme démarche pour apporter une autre façon de canaliser en fait la demande. Parce que ce qu'on a comme difficulté dans les entreprises aujourd'hui, c'est comment je donne de l'aide à l'utilisateur pour travailler de manière plus intelligente dans son expression de besoin. C'est le vrai sujet qu'on a. Et ça, on n'a pas encore fait le tour de la question. On a des interfaces utilisateurs qui sont encore pauvres. Et les gens sont traumatisés, si vous voulez, par les écrans SAP. Et donc, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les entreprises, pardon, c'est de faciliter la vie. N'oubliez pas que dans le procurement, donc excusez-moi, je vous ai pas refait le schéma, parce qu'il y a trois grands domaines dans les achats, ce qu'on appelle le e-sourcing, qui adresse tout l'amont des achats, avec le pilotage des fournisseurs qui fait partie de l'e-sourcing. On a ce qu'on appelle l'achat amont, dans lequel on a l'e-sourcing, SRM. SRM, c'est le CRM, c'est le Supplier Gestion Management, c'est la gestion de la performance fournisseur, de la relation fournisseur, contrat, c'est les trois grandes briques, avec la performance, tout ce qui est tableau de bord. Après, aux équipes procurement, c'est toute l'exécution. Il n'est pas fait par le RP, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le RP, on n'est pas dans c'est tout ce qui ne passe pas dans le système automatique de rapprovisionnement, les procurements. Et donc là, je dis ça, mais parce que les procurements, la difficulté, c'est que l'utilisateur, c'est pas un acheteur. C'est diffusé au plus grand nombre, un outil facile, dans lequel l'utilisateur va, en deux clics de souris, pouvoir adresser son besoin. Sur son catalogue, hors catalogue. Donc tout ce qui va l'aider à aller plus vite va être un facteur de succès parce que sinon il va revenir à ses éléments, il va passer hors système, il va prendre son téléphone, il va appeler le fournisseur. Donc voilà. Donc vous avez deux méthodes, vous avez la méthode américaine, c'est-à-dire s'il n'y a pas une commande derrière une facture, je refuse la facture de toute façon, et puis à la troisième fois l'individu est viré à bidon. La méthode latine, où on essaye de convaincre, de montrer qu'on apporte de la valeur, que l'outil est bien fait, et puis à un moment donné, l'utilisateur n'aura plus de raison de ne pas aller dans l'outil parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'est pas plus bête que son fils qui lui va sur internet tous les jours. Donc
cette interface homme-machine aujourd'hui progresse de plus en plus et est une clé. Alors, pareil pour le fournisseur. Le fournisseur a besoin d'avoir aussi des interfaces simples parce que le pauvre fournisseur, lui, il est exposé à un problème, c'est qu'il a plein de clients qui lui demandent la même chose et bien sûr, ce n'est pas la même plateforme technique. Donc, une fois, il doit aller sur du Ariba, une autre fois sur du Autobase, une autre fois sur du SAP. Et à chaque fois, il se retrouve avec des équipements différents, avec des fiches fournisseurs à remplir en multiples fois. Alors, quand on parle du PME-PMI, on dit comment on va faire accéder au PME-PMI à certains donneurs d'ordre. Pour certains donneurs d'ordre, pardon, excusez-moi, ça laisse rêver, hein, parce qu'on sait que le ticket d'entrée pour une PME, c'est le niveau d'effort qu'il va faire pour répondre à l'appel d'offres, remplir une fiche fournisseur qui fait carte mondiale. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu prolixe, je parle un peu vite, mais là, je vous ai livré un vrac un peu mes réflexions sur le sujet, ce que je connais un peu sur le sujet aujourd'hui. Et si vous avez une question, je serais ravi de y répondre, en espérant que j'ai été clair. Moi, j'ai compris qu'on ne mutualisait pas les mêmes ressources qu'auparavant. Qu'on a changé de paradigme, entre guillemets, sur la mutualisation des moyens d'achat. Oui. Parce que la place de marché, c'était un certain type de mutualisation de plateforme, oui. Alors que maintenant, les coûts ayant baissé, on n'a plus besoin de mutualiser. C'est vrai, c'est une bonne remarque, parce qu'à l'époque, il y avait quand même cet aspect mutualisation qui maintenant... L'avantage du cloud, effectivement, c'est que, alors c'est pas le cloud lui-même, hein, mais le coût d'accès à un certain nombre de, par exemple le coût de stockage de la donnée, le coût a énormément baissé. Donc ce qui est mutualisé, ce sont les ressources machines finalement dans le cloud. Oui, mais elles coûtent de moins en moins cher. Par contre, ce qui est mutualisé, c'est le coût de développement de l'éditeur. Oui. C'est ses capacités, si vous voulez, à faire de la productivité, et puis surtout à... On ne va pas le plaindre pour l'éditeur, ils s'en sortent plus. Avant, il en faisait moins de productivité, mais il vendait plus cher. Mais c'est... En fait, ce qui est absolument extraordinaire dans cette approche aujourd'hui, c'est d'avoir pratiquement un produit sur étagère. Et de pouvoir, en fonction de la maturité, ou de la... on peut, dans l'idéal, on pourrait imaginer aujourd'hui que, enfin moi en tant que consultant, on va dire à une entreprise, on fait un constat, un diagnostic, on voit où il y a de la valeur à apporter très vite. Parce que tout ça, c'est la proposition de valeur. Hein. C'est un langage de consultant. La proposition de valeur, c'est qu'est-ce qui va apporter de la valeur. Les procurements, par exemple, ça apporte quoi comme valeur? Mais je peux vous dire, moi, là, j'ai vu une présentation ce matin avec un éditeur de solutions de dématérialisation de factures. Donc, quand vous couplez les procurements avec des démat de factures, c'est un vrai bonheur. Vous divisez par 2 le coût de traitement de vos factures. Vous vous rendez compte? Une facture en moyenne, ça coûte entre 20 et 30 euros par traitement de facture, hein, avec des benchmarks qui sont faits. Vous gagnez entre 10 et 15 euros par facture. Vous multipliez ça par 10 000 factures par mois. Vous avez déjà votre retour sur investissement. Alors vous allez me dire évidemment comment vous le traduisez. Il y aura un peu moins de personnes en comptabilité qui font du traitement de facture. On leur fera faire un peu ce qu'est un métier aujourd'hui de la finance et du contrôle par exemple. On va les former à monter un peu en puissance. Puis il y a certains qui vont partir en retraite, donc dire, mais voilà, on ne renouvelle pas les effectifs. Mais voilà, on est dans un monde aujourd'hui. J'espère bien que l'administration française fera la même chose aussi. Hein. Donc, vous savez qu'il y a un grand projet de démat l'administration française, mais c'est typiquement des activités comme ça. Ça, c'est une condition de valeur. Il y a une deuxième qui consiste à dire, au moment où j'ai négocié des contrats avec les fournisseurs, les procurements, c'est une manière de canaliser les demandes d'achat directement sur les contrats fournisseurs. Les catalogues étant une expression d'un contrat. Hein, donc aujourd'hui, les procurements, par exemple, vont beaucoup plus loin que les catalogues. Tout à l'heure, je vous disais, j'étais un peu caustique en disant c'est pas pour les fournisseurs de bureau uniquement. On sait faire maintenant du procurement sur, par exemple, des contrats de prestation de services. Ça va peut-être vous choquer, mais on sait acheter de la prestation d'assistance technique pour les procurements. Alors, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas on prend le catalogue du développeur, machin, c'est un peu plus subtil que ça. On passe d'abord un contrat cadre sur des bases de taux journaliers qui sont un peu des taux de référence. Puis après, on fait des appels à compétences, on va chercher la ressource. Et après, on passe ça dans un circuit de workflow. C'est aujourd'hui des choses qui sont très bien. On n'a pas le droit d'acheter de jouets hommes. Hein. Alors, ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit d'acheter des hommes avec leur CV. On n'a pas le droit non plus de dire
j'ai besoin d'une ressource de 20 jours de monsieur Machin. Alors non seulement on n'a pas le droit de dire que j'ai besoin de monsieur Machin, mais on n'a pas le droit de lui dire non plus, j'ai besoin de 20 jours à Il faut dire pourquoi. Il faut dire pourquoi. Il faut un objectif précis, voilà, un contenu précis. Et bien, dans les procurements, on sait le faire. C'est-à-dire qu'on sait faire ce qu'on appelle une fiche de besoin, dans lequel on dit c'est pour tel projet, c'est pour tel type de livrable, mais sans obligation de résultat, ça ne veut pas dire que. Mais on dit simplement, voilà, c'est pour. Je suis d'accord. Hein. Donc il y a un habillage à faire. Les CV ne transitent jamais par la plateforme. Par contre, derrière, il y aura bien sûr toujours un face-à-face après pour choisir la bonne personne. Mais on sait rendre le système plus automatique pour adresser des demandes par le portail, justement, sous 48 heures. Hein, c'est dans le contrat de service, vous devez répondre sous 48 heures. Et la grande nouveauté, c'est que vous démarrez la mission avec un contrat signé, alors qu'avant, la mission démarrait, le contrat pratiquement n'était même pas signé à la fin, on signait même post-émission. Donc là, on a un délai de réactivité et d'engagement qui colle avec les bonnes pratiques, hein, qui consistent à avoir d'abord un engagement. On peut même réconcilier derrière la demande initiale par rapport à... Il y en a même qui vont jusqu'à la timesheet, on peut se réconcilier avec... Il y a des vraies belles choses à faire, par exemple, de donner là. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à couvrir certains domaines d'achat qui, jusqu'à présent, n'étaient pas couverts par le système. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi quelque part aussi le sourcing. Alors, l'achat de services directement, l'achat de... Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a, mais je décris mon besoin en tant que service, ce que j'en attends, et j'achète le sourcing sans savoir un peu ce qu'on a derrière. Pour le moment, moi je dirais pas que je peux piloter et contrôler le résultat du service qu'on me donne. excuse-moi, je connais juste une chose. Parce que c'est la famille, et comme je vais dire tout à l'heure. Non, le sourcing, c'est un mot un peu galvaudé. Il y a deux grandes activités dans le sourcing. La première, c'est la recherche de nouveaux fournisseurs. Donc j'alimente mon panel fournisseur et j'essaie de dynamiser mon panel fournisseur. Et après, quand je fais des appels à compétences, quand je vais chercher effectivement auprès de mes prestataires, c'est une action de sourcing. C'est-à-dire que je fais un appel à compétences, je fais un appel à... Mais j'ai déjà constitué mon panel fournisseur. Et le fait seulement de construire un appel d'offres ou une demande de prix, on peut qualifier ça d'une action de sourcing. Donc un plan d'utilité, un action de sourcing. Le vrai terme américain au départ du sourcing, c'est bien sourcer de nouvelles... Mais ça ne couvre pas uniquement l'achat, il y a tout le cycle de vie. Oui. Et la problématique quand même, c'est la fin de vie, quand on peut remplacer, on peut prendre les services à notre prestataire, parce que vous changez de descriptif de votre service, que le prestataire ne correspond plus, il faut faire un swap de prestataire à prestataire, oui. C'est pas si simple. Et ça fait partie du sourcing. C'est la gestion du sourcing. C'est pas l'achat. Non, mais là, vous êtes en train de dire autre chose qui est tout à fait vrai. Hein. Malheureusement, je vais vous contredire, malheureusement, en tout cas pour les acheteurs qui, en général, se contentent de s'arrêter au contrat, le sourcing s'arrête au contrat. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, dans les bonnes pratiques, et ce que j'enseigne, parce que je suis enseignant dans mes masters, c'est qu'on explique que la vraie vie, c'est après le contrat. Donc le rôle de l'acheteur, et là je vous rejoins, par exemple, tout ce qui est clause de réversibilité dans les contrats d'ailleurs de SAS, il faut avoir une clause de réversibilité, si je change de prestataire demain, comment se passe la reprise des données, etc. Donc effectivement, le fait de penser à l'après, ça fait partie, ça devrait faire partie aujourd'hui du permis de travail de l'acheteur. Très souvent, dans les manuels d'achat aujourd'hui, le sourcing, si vous voulez, s'arrête au moment où je suis le fournisseur et je mets en place un contrat. C'est ce qu'on appelle l'achat amont. Après, on est déjà dans l'exécution, le suivi. Moi, ça va. Non, ouais. Il faut que je psychologie en fait. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une notion qui dépasse aujourd'hui le simple cadre initial de l'intervention des acheteurs. Donc de plus en plus, il y a une grande tendance aujourd'hui. Les outils d'ailleurs permettent aussi d'avoir des reporting, des KPI. Donc, justement, le sourcing par rapport à l'achat, c'est que l'achat, c'est vraiment l'action d'achat, mais que le sourcing, c'est toute la vie. Et je dirais même, c'est carrément le service, parce que ça, c'est continu, et on peut changer de fournisseur indépendamment. Donc en fait, quand on fait un contrat de mariage, la première chose à penser, c'est le contrat de divorce. Oui, c'est pour ça que vous pensez à la réversibilité, vous pensez à plein de choses comme ça.
Un bon juriste vous dira de toute façon qu'il faut prévoir les cas les pires, même si après on espère bien que facilement. Bon, c'est vrai qu'après il y a des termes aujourd'hui dans les achats. Dès que vous travaillez dans le monde anglo-saxon, il y en a qui vous appellent ça procurement, du purchasing, du sourcing. On s'y perd un peu. Alors aujourd'hui, on a deux grands process. On a ce qu'on appelle sourcing to contract, c'est tout l'amont, ce que je disais. Et après, on a ce qu'on appelle le P2P, le procure to pay, qui est l'aval. Donc tout ce qui concerne la commande, la réception, la facture, ça, donc c'est procure to pay. Donc P2P en anglais, et en anglais le S2C, le sourcing to contract, qui est la partie amont de sélection des fournisseurs jusqu'à la mise en place d'un contrat. C'est le jargon en tout cas qu'utilisent maintenant les consultants surtout. Est-ce que cette notion d'achat va jusqu'à la vérification que ce qui a été commandé a bien été, le service a bien été rendu, que ce qui a été acheté a bien été livré ou acheté? Normalement. Et est-ce que ça compte après dans la comptabilité il y a un lien avec. Sur l'appréciation de la prestation Par exemple, effectivement, comment vous vérifiez que l'achat a bien été réalisé? Est-ce que vous allez jusque-là? Ah oui, il y a deux. Attends, je vais vous donner un répondre. Quand on fait un process qu'on appelle procure to pay, si vous voulez, vous avez trois étapes. Vous avez en amont une demande d'achat. La demande d'achat est validée. Donc c'est souvent les délégations de pouvoir dans l'entreprise. Donc après, ça va faire une commande. La commande, une fois qu'elle est envoyée au fournisseur, le système va attendre, en donné qu'une personne, qui est souvent l'utilisateur final, va y toper dans le système, et au regard de la commande, il réceptionne le produit ou le service. Donc, et ça vaut pour un payé. Donc si vous voulez, il y a une séparation des pouvoirs entre celui qui a le pouvoir d'acheter, celui qui a le pouvoir d'engager la dépense, et après il y a le pouvoir de réceptionner. Et donc le système va effectivement faire en sorte de vérifier que la prestation est... En tout cas, il y a ce qu'on appelle une réception électronique. Après, il y a des niveaux d'appréciation de la qualité de service, qui sont un autre sujet. On fait ce que vous voulez d'analyse de performance. Et ça, ce sont des revues de performance qui sont plutôt dans la partie SRM. Et là, on va après peut-être appliquer des pénalités aux fournisseurs si jamais à l'issue du contrat il y a des problèmes. En tout cas, ça va permettre derrière de mettre en place des plans d'action. Mais voilà, la comptabilité analytique, tout se déverse en comptabilité analytique. On a après le suivi des engagements. Oui, c'est ça, donc c'est vraiment transversal avec tous les systèmes. Ah ben en fait, oui c'est vrai, j'aurais pu faire une explication de texte sur le P2P. En fait, c'est un frontal, si vous voulez, utilisateur web, qui est transversal. Donc tout utilisateur dans le monde entier, avec un login, se connecte sur la solution. Mais ce qui est assez puissant dans cet outil, c'est que dès la demande d'achat, si vous voulez, le système va générer la clé comptable. Parce que par défaut, il va appliquer, si vous voulez, le compte de charge, le centre de coût de l'utilisateur. Et en plus, il peut très bien décocher et aller mettre ça sur un autre centre de coût, donc c'est ce paramètre. Et une fois qu'il va aller chercher la bonne référence du produit, il y a un code qui va s'afficher, un code d'achat qui va lui permettre le système va aller mettre un compte de charge associé. Donc la clé comptable est créée dès la demande d'achat. Et une fois que c'est validé, que ça passe en commande, si vous voulez, on fait une duplication de la commande dans SAP par exemple. Donc tous les éléments comptables, compte de charge, clé comptable, prix fournisseur, tout ça est déversé dans SAP. La réception moins payée qui est faite en frontal utilisateur, parce qu'il y aura des questions de l'utilisateur dans SAP, il fait son bien payé, et là on fait un point d'intégration, on va envoyer l'information dans le SAP. Et donc après on va faire la réconciliation commande, réception facture dans le SAP. On va retrouver tous les éléments de comptabilité analytique et de comptabilité générale dans le SAP ou dans n'importe quel ERP. Donc le procurement, si vous voulez, c'est une couche au-dessus, si vous voulez, qui a comme vertu d'être transversale à l'entreprise, ergonomique, qui permet normalement d'adresser n'importe quel demande d'achat avec des workflows derrière qui sont paramétrés.
qu'après la grosse... Quand vous dites il est hors de question d'aller directement dans les SAP, Oui. parce que c'est... Parce que c'est un enfer pour un utilisateur occasionnel, excusez-moi. Oui, C'est simplement ça. Après, si les entreprises veulent forcer... alors, là où, attendez-moi, quand je parle de CSAP, excusez-moi, je parle de ECC6, c'est-à-dire la version, la bonne vieille version. Le SAP a un module SRM aujourd'hui, qui est web, qui est un module web. Donc, il y a du SAP web aujourd'hui, donc c'est une P2P d'ailleurs, on a une offre P2P SAP. Donc, vous pourriez avoir une entreprise qui dit non, si, moi je fais du procurement, avec du SAP P2P qui n'est pas forcément très sexy quand même, mais c'est du web. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe. SAP c'est aussi proposé sur la version web. Mais si vous allez dans ECC6 ou dans ce qu'on appelait avant R3, merci. La dernière version, la V10, la V11, R3, c'est du lourd. Il faut passer à l'écran, la deuxième, la troisième, etc. Il faut former. Donc ces outils-là sont bons pour des personnes qui font ça tous les jours. Par contre, qui est toujours sur des SAP, parce que les gestionnaires de commandes, les gestionnaires comptables, pas de souci, ça devient une seconde nature. Aller mettre ça dans la main de l'assistant de direction. Donc voilà ce qu'apporte ces solutions. Cette interface de machine. Et surtout qui est transversale. Vous voir que cette solution-là, elle est déployée dans le monde entier si ça nous suit par exemple. Ou que l'assistant soit en Chine, l'utilisateur soit en Chine ou au Brésil, il a la même interface, il a sa langue à lui, et ça va directement. Mais vous utilisez un outil que vous proposez comme solution? Non, moi je suis en AMOA. Donc je conseille les entreprises de choisir le bon outil. Celui qui va être le plus. En fonction de certains critères. Oui, en fonction de ça. C'est pas un outil. Non. Non, alors après, j'ai fait des shortlists, et puis suivant l'environnement d'entreprise, je sais très bien que des gros éditeurs, c'est du lourd, ne vont pas forcément passer la rampe. Que si on fait du SaaS et que les serveurs sont aux États-Unis, ça va pas le faire, c'est une boîte qui veut que les serveurs soient en Europe. Il y a des prérequis parfois, donc moi je vais très vite je suis quand même conseillé. Alors soit il veut faire des plateaux ouverts, soit on le fait restreindre, il a dit qu'il était n'usez pas le soleil. Si vous prenez déjà 3 éditeurs sur lesquels le retour d'expérience dans des environnements similaires aux vôtres sont excellents, ça va très bien. Voire 2, on arrive parfois à faire un service à 2, ça va très bien. Donc je suis un peu prescripteur, mais je veux toujours le débat parce que je pense que l'intérêt c'est de pouvoir avoir les choses. Je refuse justement, j'étais encore avec un éditeur mobile, je veux bien être certifié, certified au sens Microsoft, c'est-à-dire connaître des solutions, mais jamais partenaire. Après vous perdez votre âme. En fait, les gros cabinets s'en fichent, ils mangent à tous leur atelier. Ils sont une fois SAP, une fois Oracle, une fois. Moi, dans ma position, petite structure, moi mes clients ce sont les donneurs d'ordre. Donc je dois être très objectif dans les choix. Même si je vous dis très vite, il y a des critères éliminatoires pour certaines solutions. Alors on a des éditeurs français, des éditeurs internationaux, ça va, c'est un monde qui bouge. Arriva a été racheté par SAP il y a quelques mois, ça ferme un peu le débat. Emplory s'est fait racheter par IBM, ça ferme encore le débat. Mais bon, il y en a encore qui restent présents, qui sont encore indépendants. Les 2 rachats de SAP IBM, ça a été un peu violent. Lequel est racheté? Antoris, EMTORIS. C'est un éditeur américain assez connu dans les achats. EMTORIS. Et Arriva par SAP. Ça nous laisse moins d'alternatives. Il faut voir que ce sont des éditeurs en France qui sont petites tailles. C'est chiffre d'affaires 10, 20, 30 millions d'euros maximum. Après c'est Arriva, c'est 400 millions d'euros. Antoris, je crois que c'est un peu moins. Après, tout dépend si le projet est international, si le projet est plutôt hexagonal. La clé aujourd'hui, c'est l'ergonomie de l'interface utilisateur. Sans interface, oui ou sinon, aujourd'hui, les projets. Le type de produit ou de service acheté n'entre pas en ligne de compte. Non.
C'est une bonne question. Les services informatiques, par exemple? Il y a des acteurs de niche. Par exemple, dans le domaine qui vous intéresse particulièrement, il y a 2 éditeurs aujourd'hui qui sont spécialisés dans le secteur des achats informatiques, enfin des services. Justement, j'en parlais tout à l'heure, parce que je disais que c'était une modélisation un peu particulière. Donc vous avez un éditeur qui fait du SaaS pur, qui s'appelle Opase, O-P-A-S-E, et un autre qui s'appelle Oalia. 2 éditeurs français. Et alors, Opase est en mode web service, donc c'est très facile à installer. Il gère tout le flux, depuis la demande de ressources jusqu'à la mise en place après du contrat, et même il gère même la timesheet qui peut être injectée après dans les SAP pour faire le bon pilier. Il y a aussi, mais eux ils sont plus dans une logique de logiciel installé. Ils sont plus dans une logique on-premise, alors que Opase c'est une pure SaaS. C'est une solution qui s'installe assez vite, mais qui sont spécialisées pour justement les DSI, par exemple. Et qui, moi ça me plaît bien. Alors le problème après, c'est est-ce que j'ai une solution verticale par rapport à une solution plus générique? Ça dépend après de l'entreprise. C'est vrai que demain on verra peut-être d'ailleurs un univers un peu mixte, avec des web services justement. On l'a sur les voyages par exemple. Tout ce qui est travel passe par les plateformes que vous connaissez comme Expedia par exemple. Dans le B2B, il y a la même chose, il y a ce qu'on appelle Travelly par exemple. Travelly. Et là, c'est vraiment uniquement dédié avec une modélisation des demandes, respect de la politique mondiale. C'est très puissant. Et ça va directement adresser auprès des GDS. Parce que vous savez, je conseille vous-même, il y a 3 GDS dans le monde. Il y a Sabre aux États-Unis, et en Europe, il y a. C'est Sabre, et puis. C'est les GDS, c'est les Global. Ce sont les intermédiaires qui font la relation entre les compagnies aériennes et les agents de voyage. Donc, en Europe, j'ai Amazon en tête, c'est pas ça. Il y a c'est pas un opérateur, quand vous réservez sur le site d'Air. C'est Amadeus déjà. Amadeus. Oui, absolument. C'est vrai que ça a commencé par Amazon, mais Amadeus. C'est ça. Sabre aux États-Unis. Il y a Sabre aussi, ouais. Sabre aux États-Unis, Sabre et Amadeus. Donc le Travelly, par exemple, va directement auprès de Sabre ou de Amadeus et adresse après la demande auprès des compagnies aériennes. Il récupère après exactement ce que fait Expedia, si vous voulez, pour le B2C. Il y a eu l'équivalent du B2B. Et ça rentre en facturation directement. Là, on est encore quasiment sur des places de marché, du coup, avec Expedia. Oui, mais c'est une place de marché verticale, c'est très spécifique. Et, au moins, la proposition de valeur, elle est claire. Il n'y a qu'un seul type de flux, il n'y a qu'un seul type de process. Mais là, pour le coup, tout a bien été pensé et conçu avec les bons acteurs. Oui, parce qu'il y a les revenus maintenant. Voilà. Voilà à peu près, comme on dit dans le monde du conseil, la big picture. On a encore pas mal de progrès à faire. On est encore loin d'avoir atteint l'apogée. Je pense que donc derrière, il y a encore la productivité à faire, l'amélioration de process, rapidité d'exécution, traçabilité, knowledge management, gestion des connaissances, pour pouvoir récupérer les informations pour les réutiliser, meilleure visibilité avec ses fournisseurs, développer l'écosystème fournisseur, plein de belles choses. On est au point, on est encore au point. Les problèmes techniques, c'est plus un problème aujourd'hui. Que Ah, ce soit le fournisseur qui doit s'adresser à différentes plateformes, que ce soit le client qui s'adresse à différents fournisseurs qui ont chacun leur plateforme, ils arrivent à communiquer par des systèmes un peu qui
fédère un peu. L'interopérabilité aujourd'hui, c'est pas encore une réalité, ça je peux vous dire. On a fait des progrès sur un certain nombre de choses. Moi je considère que c'est un des points majeurs. Moi aujourd'hui dans les projets informatiques, le truc que je trouve infernal, c'est la gestion des données et des référentiels. C'est terrible, parce que derrière ça, si vous voulez, c'est les petites mains qui doivent retravailler les données. On peut avoir une vision conceptuelle en disant oui, on va faire beaucoup de productivité, on va faire des flux qui sont, comme disent les Américains, seamless, sans rupture de charge dans le traitement d'information, etc. Mais derrière, si les données ne sont pas d'équerre, on a d'énormes problèmes de réconciliation. Donc ça, je peux dire que c'est un énorme problème qui limite aujourd'hui beaucoup le développement de ces applications. Après, on arrive à des limites fonctionnelles. Et pourquoi c'est un défaut de modélisation? Pardon? Un défaut de modélisation, une absence de modélisation en amont? C'est pas la modélisation qui est en cause, c'est le fait qu'on récupère malheureusement l'histoire des sites d'information. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bases de données qui ont été mises en place, une nomenclature qui sont des nomenclatures qui sont... en fait, si vous voulez, quand vous créez un article dans SAP, si vous voulez, c'est un numéro à suivre. Alors, c'est tout à fait vrai, parce que vous pouvez avoir des nomenclatures de production qui sont déjà normalisées, mais si vous voulez, c'est interne à l'usine sur laquelle vous avez une mise en place. On espère que sur l'administration aussi des achats, tout ce qui va permettre de réduire le nombre de personnes qui sont amenées à traiter du papier. Donc voilà, dans ma petite sphère qui concerne les achats et les approvisionnements, les administrations pouvaient se doter de ces outils. Les hôpitaux, par exemple. Les hôpitaux, c'est un grand bonheur. On est dans les outils de gestion qu'ils ont. C'est un grand bonheur. Si on pouvait aller plus dans la productivité administrative, moi je parle de la partie achat. Des personnes qui passent dans le circuit pour aller valider une commande dans des systèmes qui sont parfois archaïques. Donc on a encore des boulots. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va nous aider après à devenir productif. Et alors il y a un gros enjeu aussi derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle les shared services, les centres de services partagés. C'est qu'avec ces outils-là, le workflow permet d'aller adresser une demande à n'importe quel point de la planète. Donc voilà. Vous pouvez mettre des acheteurs du monde, vous pouvez mettre des approvisionneurs, des gestionnaires de factures. Donc ces outils sont très adaptés à des entreprises après qui veulent répartir leurs ressources différemment. Mettons un fournisseur en Tchéquie, en Irlande, là où la spécialité est plus avantageuse. Et puis un jour, ils pourront très bien modifier leur... déplacer, parce que c'est très simple, c'est juste un numéro identifiant dans un système et puis donner un rôle à quelqu'un, et qu'il soit à Paris ou qu'il soit à Prague, le système s'en fiche, on gère des rôles, ça c'est un des grands enjeux, c'est une solution de faciliter la concentration. Alors, le côté négatif, c'est qu'ils sont en train de vous dire on va le mettre là où c'est moins cher, mais c'est aussi de faire de concentrer en fait, la ressource à certains endroits. Parce que dans le modèle Shared Services, il y a deux vertus, si vous voulez, enfin deux vertus, c'est pareil, la provision de valeur. La première, évidemment, c'est là où le travail est le moins cher, et encore, pas toujours. C'est surtout de mutualiser aussi les ressources et de faire la continuité, parce qu'il y a les mêmes personnes qui font le même travail. Évidemment, c'est un peu staccanoviste comme on dit, mais vous arrivez à être plus productif parce que vous avez des outils plus simples à utiliser. Puis, il faut la productivité que l'on ne fait pas quand on est trois comptables ici, 5 comptables ici. On peut très bien faire du shared services en laissant le service en France. Sanofi l'a fait. Ils ont un shared en France, ça marche très bien. Mais parce que les gens se sont spécialisés, si vous voulez, sur l'activité. Et ils ont, avec ces outils-là, ils ont gagné en productivité immédiate. Avec des outils d'adaptation de facture, avec des outils de rapprochement automatique. Ils arrivent à faire
2 fois plus de travaux de facture qu'on faisait avec. Donc il y a un très bon effet vertueux, hein, l'outil apporte, en même temps on peut concentrer les ressources. Des bateaux de travail, des bateaux de... Alors c'est sûr qu'il y a des activités les plus enrichissantes pour les personnes qui le font, mais ça permet quand même d'avoir plus de service. On a réinventé ce qui existait dans les années 70. Hein. On avait les couilles dactylo. Voilà, écoutez, je ne sais pas si j'ai parlé mon langage abscon, c'était intelligible. Parce que le reste, j'ai mis les gens donc voilà, on parle plus tellement de B2B maintenant, mais on va parler on va revenir sur les entreprises étendues, on va revenir sur le fait de travailler de manière plus proactive avec les fournisseurs, de partager l'information, et puis de gérer les risques. Un peu le gros enjeu actuellement sur l'émission. Plus on a un système intelligent qui permet d'anticiper les risques, plus là aussi on fait du bon travail. Dans les achats, on a une grande préoccupation, au-delà de gagner toujours un meilleur prix, c'est d'avoir sécurisé les risques. Au niveau des stocks, vous pensez à quel type de risque? Au niveau des stocks, le risque, c'est toujours le risque de ne pas être aligné entre les stocks qu'on a, par exemple, dans l'entrepôt et les stocks fournisseurs. C'est d'avoir une carte en ligne, de se trouver à amener en rupture de stock. Parce que autant dans l'automobile, on gère ça très bien, parce qu'on fait du juste à temps, puis on a des systèmes de PMI, par exemple, parce qu'on fait du système de PMI, mais dans l'aéronautique, on est à la rue, parce que comme les cadencements ne sont pas toujours garantis, on retarde un peu parfois les livraisons sur les tarifs de futur. Dans l'aéronautique, on peut avoir des vrais problèmes de manque de communication. Là, par exemple, c'est des gros sujets, ça. Comment j'améliore la communication des fournisseurs pour ne jamais être en rupture de stock. Alors, comme aujourd'hui les entreprises sont encore riches, ils surstockent chez eux, et comment c'est chez eux? Donc, après, on peut emporter les stocks chez les fournisseurs. Après, on le siffle, et les fournisseurs vous disent, ah, attendez voir, mais moi je suis parti sur une autre production parce que j'ai des clients en vous. Si vous croyez que je vais après remettre en marche mon outil de production ces 24 heures. Et au niveau de l'entreprise étendue, les entreprises acceptent que l'autre aille chercher de l'information dans son système d'information? Une bonne question. J'ai bien compris, le VMI, c'est exactement ça. Hein. C'est le fait que les systèmes partagent l'information du stock, par exemple. Donc c'est un accord qui négocie. Ils ne vont pas puiser directement dans les, non. Dans les bases de données, ils ont un truc virtuel. Qui va modéliser, qui va faire des calculs. Je suis d'accord. Ils n'ont pas accès à la donnée brute. Mais par contre, effectivement, ça passe par des. C'est oui, dans le système par exemple, dans toutes les chaînes, vous savez, comme Zara, H&M, etc. Ils font des remontées de vente de caisses tous les soirs. Et derrière tout ça, ça se mouille et ils donnent des informations quand même clés à leurs fournisseurs pour faire du ressort rapide. Ce qu'on appelle dans le jargon des logisticiens du CPF. On ne dit pas ce que ça veut dire, c'est Consumer Response Management. Mais c'est comment on fait des répliques, ce qu'on appelle de replenishment, de réassort, quasiment en remontant tous les soirs des caisses les consommations de la journée. C'est très puissant ça. En supply chain, on a fait des belles choses, autant dans les achats, etc. J'ai compris un peu ma déception, autant dans la supply chain, il y a quand même des belles choses à réaliser sur des solutions intégrées. C'est pour ça que vous pouvez avoir des fonds pas très chers, des vêtements pas très chers dans des systèmes comme ça. Non seulement on tire les prix en Chine, mais en même temps on optimise toute la chaîne logistique derrière. Et on sait refaire de réassorts. Pour certains qui maintenant relocalisent un peu. On s'aperçoit que si on veut au dernier moment faire une customisation client, c'est peut-être mieux que
remonte la supply chain plus proche. On a eu un peu de relocalisation, on remercie dans certaines activités. On en revient un petit peu, mais les systèmes d'information sont clés là-dessus. Sont clés parce que permet de piloter quasiment en temps réel les flux. Donc, comme ça se fait à distance, on peut faire jouer la concurrence en Chine par exemple pour fournir justement le fabricant. Oui, on peut customiser variablement sur la couleur, sur... Voilà, donc témoignage d'un ancien acheteur qui passait de côté du miroir, qui conseille aux entreprises pour qu'elles soient plus performantes et du boulot encore. Alors si vous connaissez aussi des entreprises en informatique qui n'ont pas besoin d'améliorer leur gestion de leurs dépenses, c'est possible. Il y en a forcément. Bah, oui, il ne faut pas être prétentieux, hein, il y a des solutions qui sont très faciles. La solution la plus facile, c'est de jouer sur la demande. Si vous fermez le robinet du budget, vous dites à DSI, demain vous avez 20% de budget en moins, il faudra qu'ils réfléchissent, ce qu'on appelle en anglais la gestion de la demande, demand management. C'est optimiser sa demande. Vous avez besoin de combien de micros pour faire quoi? Voilà. 3 ans de durée de vie moyenne du micro, vous le montez à 4 ans. Simple, je plaisante aussi. Trouver des leviers pour dépenser moins en gardant le même niveau de service. Donc il n'y a pas besoin forcément d'acheteur, là, c'est déjà ce qu'on fait d'analyser la valeur, travailler sur le besoin. Après, c'est demander aux fournisseurs s'ils ne peuvent pas nous aider à travailler mieux aussi. Les fournisseurs, parfois, si on les cherche, après, on peut proposer des choses. C'est savoir comment leur expliquer. Dans un système vertueux, plus ils baissent leur coût, leur dépense, on leur donne du budget. Ça marche pas toujours comme ça. Mais en tout cas, il y a des contreparties, il y a assuré une pérennité de contrat. Le budget baisse, si le fournisseur reste un fournisseur dans l'entreprise, c'est plus intéressant pour lui, il se retrouve mise en concurrence et permet de sortir du paysage avec un immobilier qui fait du banking. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je suis dans la beauté image? Absolument. Bon, Absolument. Écoutez, vous n'avez rien choisi. En tous les cas, merci beaucoup. Merci.